Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de Jeu Blanc. Déjà, ça y est, 38 épisodes, donc ça fait beaucoup. Et c'est l'édition anniversaire, donc c'est les 1 an de Jeu Blanc. Donc Jeu Blanc, donc comme vous savez, hein, puisque généralement ce sont les personnes récurrentes qui nous écoutent, c'est un podcast, voilà, un site. Et c'est les 1 an. Donc voilà, on vous remercie beaucoup de nous suivre et d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Je crois que vous êtes un petit millier à écouter parfois nos petits podcasts, donc ça fait très plaisir, voilà, on vous remercie. Et pour fêter ça, en plus, c'est assez spécial aujourd'hui, puisque c'est le débrief de l'Open d'Australie 2025, donc tableau homme et tableau femme, puisqu'en effet, le tournoi vient de se terminer aujourd'hui, puisque nous sommes dimanche. C'est terminé donc ce matin avec la victoire de Sinner sur Zverev. Et pour édition spéciale oblige, je ne suis pas tout seul déjà pour animer ce podcast, mais nous ne sommes ni deux ni trois, mais quatre. Voilà, je suis en compagnie d'Alice, de Fernando et de PH. Donc voilà, je vous donne chacun la parole. Alice, comment ça va? Écoute, ça va très bien. J'ai passé un petit week-end sympa à regarder les finales. Bon, est-ce que ça a été le super week-end de finale? On va quand même pas pousser. Oui, Mais bon, c'était sympa et je suis contente d'avoir vu cet Open d'Australie. Donc voilà. voilà, ouais, on est d'accord. On va casser du sucre sur le dos de pas mal de joueurs, je pense, et notamment un. Voilà, on en reviendra juste après. Fernando, comment ça va? Et ça va très bien, ça va très bien. Déjà un petit peu nostalgique, là, quand la finale s'était finie, je me suis dit, ah, ça y est, quoi, à partir de demain, il n'y aura pas plein de matchs à regarder, c'est trop tranquille. Donc ça me manque déjà, mais plutôt content du tournoi, enfin, dans le sens où on a vu plein de choses intéressantes, dans C'est le vrai. bon ou dans le mauvais sens. D'accord. Ok, ouais, je comprends tout à fait. Oui, c'est vrai que ça va un petit peu nous manquer puisque bah, nous sommes donc fin janvier et il va falloir attendre quand même début mars pour avoir droit à un Masters 1000, donc Indian Wells. Et Roland Garros, bah, on n'en est pas encore là, hein, clairement, c'est à partir de mai, donc on a le temps. Mais bon, voilà, on va prendre notre mal en patience. Déjà en parlant de cet Open d'Australie. PH, comment ça va? Bah écoute, ça va, toujours content d'être avec vous pour pouvoir débriefer les tournois. Et là, on est sur un gros tournoi, donc le plaisir n'en est que décuplé. Ah, je comprends tout à fait. En plus, nous sommes quatre, donc voilà, il va y avoir sans doute des débats, de l'animation. Est-ce que tout le monde va être d'accord sur la note déjà globale de ce tournoi et aussi sur les bilans des finales? On va d'ailleurs commencer maintenant avec la finale homme, puisque c'est l'actu brûlante justement d'aujourd'hui. Donc cette finale homme de l'Open d'Australie 2025 qui a vu être opposé Yannick Sinner, donc l'Italien numéro 1 mondial, à Alexander Zverev, numéro 2. Et donc une victoire du renard italien en 3-7, donc 6-3, 7-6, 6-3, qui conforte son statut d'homme à battre, puisque c'est son troisième grand chelem donc depuis l'Open d'Australie 2024, donc c'est le troisième sur dur. Et d'ailleurs, il égale même le record, enfin il égale le record enfin même pas le record, mais il égale Djokovic, notamment, qui avait fait ça deux fois entre 2011, 2012 et 2015, 2016. Mais donc pour commencer, un petit bilan de cette finale. Je donnerai mon avis après. Je vais d'abord passer la main à Alice. Qu'est-ce que tu as pensé de la finale homme? Je l'ai autant aimé que je me suis fait chier. Je crois. Je pense que C'est un peu. je te rejoins, mais c'est- c'est un bon bilan. Ça commence bien. je sais pas comment l'exprimer autrement parce que c'est vrai que j'ai adoré voir Sinner étaler sa science. Et d'un autre côté, bon, je pleure pas non plus que ça ait tourné de la manière dont ça ait tourné. Après, bon, c'était. Il n'y a pas eu de surprise, quoi. Donc c'est ça qui était un petit peu pénible. J'ai trouvé Zverev en dessous de ce qu'il peut faire habituellement, mais bon, en même temps, c'était pas une surprise, donc voilà. Et bon, Sinner, comme d'habitude, clinique quand il faut, voilà. Donc c'était appréciable. Après, Ouais, il faut pas j'aurais, délivrer non plus, quoi. non, voilà, si ça n'avait pas été la finale, je l'aurais pas regardé, quoi. Puis je l'ai Ouais, je vois. regardé en demi-teinte, quoi. Voilà. J'ai D'accord. fait autre chose pendant ce temps-là. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait, selon toi, expliquer ce désintérêt pour la finale, justement? Parce que c'est quand même fort. Normalement, une finale de Grand Chelem, on la regarde. Mais qu'est-ce qui fait que toi, vraiment, Sinner Zverev, tu t'es dit, bah non, ça me chauffe pas. Moi, je me suis pas. En fait, bon, j'ai été un peu mauvaise. J'étais un peu mauvaise parce que dès le début, j'y allais à reculons. J'y allais à reculons parce que j'avais l'impression de connaître ce scénario.
Et je voyais pas ce que Zverev allait pouvoir proposer pour embêter Sinner. Et puis, en plus, avec la demi-finale avortée, je trouvais que voilà, Zverev aurait pas eu l'entraînement nécessaire, si tant est qu'il avait. Enfin, il y a beaucoup de si. Si il avait gagné la demi contre Djokovic, ça lui aurait aussi permis, enfin, ça l'aurait gardé dans le rythme. Là, je me suis dit, un Zverev qui n'est pas dans le rythme, qui en plus se prend Sinner, déjà, j'étais refroidie. Mais bon. Et puis, ça s'est confirmé. Voilà, ça s'est confirmé. Donc, après le premier set, j'ai commencé voilà, à faire mon petit brunch en regardant la finale. J'étais pas accrochée, quoi. Voilà. Bah Fernando, du coup, quel est ton avis justement vis-à-vis de cette finale? Est-ce que tu rejoins Alice ou est-ce que tu as un avis différent? Et si tu as un avis différent, pourquoi? Non, assez proche, assez proche. Juste la nuance, c'est que je trouve que quand même dans le premier set, Sinner m'a semblé tellement admirable, non seulement de la précision de son jeu, comment il a risqué, il a attaqué quand il fallait attaquer, mais comment il a anticipé le jeu de Zverev. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a trois, quatre points où il part pile du côté où Zverev va Hmm. frapper. Il y a un moment où je crois qu'il fait un revers en slicé, en croisé, et juste il a fini de le faire, il sort en courant parce qu'il sait que Zverev va faire une amortie Ouais. et il apprend, il gagne le point. Et je pense qu'il a réussi à démoraliser totalement Zverev, qui a Ah même oui, pas, il a même pâté le Zverev un petit peu, euh, qui s'est limité à ne pas rater de balle et tout. Il était totalement désespéré. Malgré tout, il a fait le job, on va dire. Il a tenu un petit peu face. Enfin, c'était pas non plus une rousse, quoi. Mais ça a totalement, oui, ça a dégonflé un peu le suspense, mais en même temps, avec le plaisir de dire, bon, on a vu quand même un joueur dominer à un tel point, c'est toujours impressionnant, ça fait toujours plaisir, il y a toujours plein de conclusions à tirer. oui, bah, de toute façon, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une domination totale de Sinner contre Zverev, hein, et notamment sur son coup droit. Mais je vais laisser PH nous éclaircir là-dessus. Est-ce qu'à ton avis, le coup droit de Zverev, c'est l'unique cause de sa défaite ou est-ce que c'est un facteur, c'est global finalement? Voilà. Je pense que c'est assez global. Je lui voyais très peu de chance au début de la rencontre. Donc voilà, on connaît ses faiblesses mentales, on connaît ses faiblesses structurelles comme son coup droit que tu as cité. Mais en fait, comme Fernando l'a un peu évoqué, le début de match de Sinner, il est assez cosmique parce que le mec, dès les premiers échanges, tu vois qu'il veut montrer, et je crois qu'il l'a dit avant, en amont de la rencontre. J'ai envie de. Enfin, le premier set est hyper important. Il faut absolument que je sois dans direct et il l'a prouvé. Et à partir de ce moment-là, bon, bah, le premier set a été vite effacé. J'ai eu un peu d'espoir quand même dans le deuxième. Vu comment ça prenait une petite baisse pour Sinner, je me suis dit, bon, peut-être. Et à partir du moment où le 2-7-0 était fait, bah, c'était plié, quoi. Il y Donc, a eu un c'est petit coup du global. Et sort quand même, le début. dans le Ouais, il y a un deuxième. petit coup du sort, mais ça change rien. Ça change rien. Hmm. Ça change rien. Je suis pas sûr qu'il aurait gagné le tie-break derrière. Oui. Donc Et pour puis, moi, c'est plus le début de match de Sinner qui participe aussi à sa victoire au-delà des faiblesses de Zverev. Ouais, 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 je suis d'accord. Tu voulais réagir, Alice, sur ce que disait PH? oui, c'est que quand tu as dit à partir du deuxième set aussi, c'est ça, on sait que c'est plié. Puis bon, c'est peut-être aussi ça qui m'a aussi un petit peu déçue. Tu es en finale de Grand Chelem. Bon, je dis pas que c'est évident, on n'est rien, mais bon, voilà. Il y a 2-7-0 et tu sens que dans la tête de Zverev, c'est fini. En fait, et l'année dernière, quand même, quand on pense au scénario inverse, et il y a eu des matchs en finale de l'Open d'Australie, vraiment des matchs iconiques, où à 2-7-0, c'est pas plié du tout. Et là, déception, c'est peut-être l'habitude qu'on a de voir ces grandes finales de l'Open d'Australie. On se dit, bah non, normalement, 2-7-0, c'est pas plié. Là, Hmm. tu vois directement que pour Zverev, c'est fini. Et c'est ça qui était décevant aussi. Bah, c'est peut-être la différence entre Après, les grands joueurs et les champions, quoi. Parce que est-ce que vous considérez Zverev comme un grand joueur ou comme un champion? Parce que le problème, c'est son coup droit. Il a pas de coup droit. Enfin, il doit être fort, il faut être fort de partout pour gagner un grand chelem, et son coup droit est beaucoup trop friable. Donc, je vois pas comment un Zverev contre un Alcaraz ou Sinner qui a aucune faiblesse, qui fait tout mieux que Zverev. Sauf, allez, non, il fait tout mieux en fait, hein. Il a vraiment, il y a pas de marge en fait.
Donc il a une division d'écart. Comment il est censé faire? PH, tu voulais réagir là-dessus peut-être? Ouais, en fait, il le dit à la fin du match. Il dit, je suis pas assez bon. En fait, tout simplement, il est pas dans cette caste. Il a été entre deux générations, du coup, entre le Big Free et la Baby Gen, du coup. Et il a pas les armes. Il a pas les armes mentales pour lutter. Il a pas les armes tennistiques. Et en fait, je pense que peu importe le terrain, ça change rien, parce qu'à la fin du match, j'entendais, ouais, on le garde dans les favoris pour Roland et tout. Mais non, Roland, c'est Alcaraz qui va le tordre. Et il y aura toujours quelqu'un pour le battre. Donc, sauf s'il y a tableau coup du sort et que tu te retrouves avec un tableau décimé. Mais c'est impossible. Impossible. Ouais. Fernando, est-ce que tu partages le sentiment de PH? Est-ce que tu partages Oui, oui, oui. le fait que Zverev ne va gagner aucun grand chelem, sauf énorme coup du sort, pas d'Alcaraz, pas de Sinner ou pas de Djoko? Oui, enfin, ça peut toujours arriver, hein. Enfin, on parlera après de ce qui s'est passé au côté femmes. On peut jamais dire qu'un joueur n'aura jamais une chance de gagner un Grand Chelem. Mais en tout cas, il a à nouveau prouvé, Zverev, qu'il est, allez, on va dire qu'il est le plus fort du deuxième groupe, quoi. Hmm. Ce qui est déjà énorme, hein, dans, dans le tennis. Mais je crois qu'il fait, ouais, il est face à un plafond de verre très clair. Et en même temps, il a été un des plus hein, dans ce tournoi pour Sinner. Enfin, c'est pas comme si, encore une fois, il a été plutôt digne. Il y a eu, on aime beaucoup parler à la télé du langage corporel. Bah, le langage corporel de Zverev, là, c'était un mec qui était dans la défaite depuis bien longtemps. Mais quand on pense que Sinner, bon, à part contre Schulkate, je crois que c'est appelé Oui, l'Australien au c'est ça. second tour, Oui, ce mais que, ouais. mais Sinner, d'habitude, premier, second tour, il lâche de 7 assez tôt. Au fond, le match le plus dur pour lui, c'était Rune, hein, de loin. Ouais, ouais, c'est vrai. Et par des circonstances qui sont, bon, le fait que Rune, parfois, il peut être compliqué quand il se met à frapper dans tous les sens et que ça rentre, c'est compliqué. Mais surtout par les conditions physiques qu'il avait, Sinner, ce jour-là. À part ça, il a déroulé, enfin, il a écrasé tout le monde. Donc, Zverev, il aurait juste fallu que, pour une raison X ou Y, si Sinner n'arrive pas en finale, il aurait pu gagner. Si ça avait été Shelton, enfin, imaginez une blessure, c'est- ça peut arriver, quoi. Il y a C'est peut-être la fin impossible. du Il y a second beaucoup trop set. d'aléas dans l'histoire. Hmm. Pardon? Fin du second set, Sinner était souffrait à la cuisse, hein. Il se tenait la cuisse. Voilà, On s'est imaginons, dit, oui. on sait pas, hein. Euh, dans le sport, il y a des facteurs extérieurs, mais quand on voit le jeu qu'il a, c'est un jeu très solide, mais il n'est pas suffisamment, oui, il manque d'éléments dans certains côtés qu'on pourrait aller inquiéter vraiment un Sinner, un Alcaraz, on va dire un Djokovic en pleine forme peut-être, mais à part ça, il peut battre tout le monde, donc c'est déjà exceptionnel. Ouais, c'est Mais vrai, en c'est fait, je vrai. trouve ça assez intéressant aussi qu'on dise maintenant qu'il a plus les armes physiques ou mentales, parce il y a quelques années aussi, c'était même un running gag que à chaque fois, Zverev disait non, mais moi je me vois bien là-dedans, je me vois bien numéro un, je me vois bien gagner un grand chelem. Et du coup, maintenant, c'est vrai que quand on regarde ce Zverev-là qui avait toujours tendance à se mettre en avant, voire un peu trop, de voir complètement, enfin, ça m'a frappé dans son discours, après de voir ce changement complet de discours. Oui, bon, c'est à l'image de Zverev, mais c'est vraiment dommage parce que, comme tu dis, il peut y avoir un coup du sort où, voilà, une fois, il peut se faufiler et il y aura une blessure, quelque chose qui fera qu'il pourra se faufiler et peut-être avoir ce grand chelem-là qui lui manquera. Mais pour le faire, s'il n'a pas les armes d'énestie pour le faire, il va falloir qu'il garde ce cap mental. Mais bon, Mm. on en reparlera quand on parlera des filles, hein. Et une chose est sûre, justement, en parlant de cap mental, c'est que je pense qu'il va avoir, il va avoir besoin de temps pour s'en remettre de cette finale. Ça se voit, il a fini vraiment, vraiment Très touché, très quoi. touché, oui. Il a pleuré, ça Voilà. se voyait que il s'est encore dit putain, mais c'est la troisième que je perds, mais je vais jamais en gagner en fait. Je vais toujours tomber contre un de ces mecs-là, je vais jamais pouvoir exprimer enfin être meilleur que le mec en face en fait finalement. C'est juste une question d'être meilleur. Parce que là, en demi-finale, en vrai, tout lui souriait hein, avant la finale. Il a quand même, il a quasiment pas eu besoin de jouer. Avant d'affronter Djokovic, il a eu que des matchs à sens unique. On s'est dit, ça y est, c'est la nouvelle version de Zverev. Il perd plus de 7 en route. Il est hyper compact durant ses matchs.
il se rend la tâche facile, il arrive facilement en demi-finale. Mais même contre Tommy Paul, Ouais, mais il ça, retrouve ses démons attentistes, mais Tommy Paul lui file les 7. Tommy Paul lui a donné 2 7 sur 3. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, PH? ouais, mais ça, c'est le tableau. Encore une fois, il est deuxième mondial, donc il bénéficie pas d'une exemption, mais il se retrouve du bon côté. S'il avait été quatrième ou cinquième mondial, ce qui est sa vraie place, il aurait tapé un gros bien plus tôt C'est et vrai, il mais serait sorti sans doute plus vite. Donc, c'est un peu le paradoxe, quoi. je voulais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire, PH. C'est le paradoxe, mais en même temps, il a eu aussi beaucoup de chance parce qu'il a même pas eu à affronter Djokovic, véritablement. Est-ce que vous pensez, là je vous pose la question à tous les trois, premier qui réagit, réagit, est-ce que vous pensez que là, s'il y avait eu un Djokovic correct contre Zverev, cette forme-là, qui gagnait? Pour moi, c'est 100% Djokovic, hein. Je vous le dis. Mais moi aussi, Bah, toute l'année. oui, Bien oui. sûr, bien sûr. Et en fait, c'est un cadeau vraiment empoisonné. Moi, je le redis, c'est un cadeau empoisonné qu'il n'ait pas eu à jouer Djokovic en pleine possession de ses moyens. Parce que si par un miracle Oui, il battait Djokovic. stratosphérique, il battait Djokovic, là, la finale aurait eu Oui, une, il serait peut-être pas signé aussi vite. une autre dimension, quoi. Parce Hmm. qu'effectivement, là, mentalement, je pense que bon, il aurait peut-être été émoussé physiquement, mais mentalement, il aurait pu avoir ce petit edge qui lui a clairement manqué là en finale. Mais bon, il fallait battre Djokovic, quoi. Donc là aussi, Donc, Je suis vraiment pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr de ça, moi, oh parce que non, mais il l'aurait pas battu, je pense pas. Enfin, non, non, mais même quand bien même il l'avait battu, je pense que justement, il serait arrivé en finale plus boosté de confiance. Et en fait, Sinner, il aurait fait le même début de match et il l'aurait été encore plus vite parce qu'il se serait dit, mais attends, je viens de taper le meilleur joueur de tous les temps. Et là, dès le début de match, Sinner, il est en train de m'enterrer. Je pense que ça aurait été pire. Ça aurait rien changé, ça aurait même été voire pire. Je sais pas ce que vous en pensez de ce point de vue-là. je sais pas. Moi, il y a un truc de lui qui m'a surpris dans ce sens-là. Parce que vous parlez du changement un peu euh, de paradigme mental de Zverev et de sa personnalité, qui est celle qu'on connaît du bonhomme. C'est quand il bat Tommy Paul. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la conférence de presse, il dit il était plus fort que moi. J'ai gagné en étant moins bon que l'autre. C'est juste qu'il a raté les tie-breaks, quoi. Et donc, effectivement, imaginez que avec cet état d'esprit, contre un Djokovic qui aurait joué, imaginons comme il a joué contre Alcaraz, ouais, non, moi, ça me, il y a la question physique, peut-être Ouais, dans sa match très long. ouais, je Mais vois ce que tu veux dire. C'est juste que ouais, il a plus de il a quasi, on va dire qu'il a plus confiance en lui finalement. Il essaye de se convaincre, d'aller vers l'avant, de se persuader qu'il peut aller en chercher un, que voilà, il travaille 2 fois plus à l'entraînement. Maintenant, on le voit taper des balles, je ne sais combien de balles après ses matchs. Mais finalement, est-ce qu'il se voilerait pas la face parce qu'en fait, bah, même au-delà du mental, tennistiquement, il n'a pas les armes. Il ne peut pas rivaliser face à Sinner, par exemple. Maintenant, il ne peut plus. Un Sinner Ouais, à ce mais du niveau-là, coup, il ne peut plus. tu fais quoi dans ce cas-là? T'arrêtes ta carrière en te disant, bah, du coup, mon apex, entre guillemets, je l'atteins, c'est 3 finales de Grand Chelem. Maintenant, il y a 2 jeunes qui vont me botter les fesses à toutes les occasions. Donc, en fait, je lutte pas et j'arrête le Non, tennis. Mais du non, coup, je pense juste qu'il ouais, va, mais du coup, il va tu fais quoi? espérer. T'as pas T'espères, d'alternative. t'espères que Sinner se fasse sortir tôt, qu'il y ait quelque chose qui se Ouais, mais passe, là, que il a Sinner soit bien vu blessé. que les sports, ça marchait pas, là. Ah, mais on sait pas s'il est blessé. Il l'a Déjà, à bien vu. Roland, c'est déjà plus ouvert. À Roland, Sinner est beaucoup Bah, il plus y a prenable. Carlos. Il Ouais, y a mais si Carlos Carlos. se blesse, Carlos arrête pas de se blesser à chaque fois. Il avait été blessé la saison dernière à Rome, et il avait pas pu le faire, pas pu Ah, mais il y rejouer a Rome. beaucoup de si. Il va pas. Je Ah, pense pas mais qu'ils se blesseront c'est ce qu'il toute va leur carrière, attendre. les mecs. C'est ce qu'il va attendre, hein. Il va Ah, attendre un bah oui, si. je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, c'est un peu triste Ah, bah, ouais, mais de toute façon. comme perspective, hein. Bah, c'est pour ça qu'il est aussi très négatif dans son langage corporel très rapidement sur le court et qu'en en conférence de presse, à chaque fois, c'est laborieux, quoi. C'est tout le temps, bon, bah, ouais, je vais voir, voilà. C'est jamais très, voilà, très positif, hein, finalement. Donc bon. Et il faudrait quoi? Un changement de coach, peut-être, une nouvelle version, un ancien joueur très chevronné qui lui dirait, écoute, comme peut-être Lendl avec Murray à l'époque, alors je dis pas que c'est le même talent les deux, mais une ancienne gloire qui vient et qui te rebooste et qui t'aide à atteindre ton rêve, quoi. Même s'il n'y en a qu'un, à aller en gagner un, quoi. Ah, Peut-être que c'est une piste à explorer, quoi. personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense honnêtement que Zverev, son souci, ça a toujours été son coup droit depuis 2016-2017, depuis que je l'ai vu arriver sur le circuit.
Son souci, c'était son coup droit, niveau technique. Au niveau technique, il a toujours eu un souci au coup droit. Donc dès qu'il est sous pression, bah, son coup droit explose parce qu'il n'a pas la technique. On l'a vu, durant le match, il décentrait plein. Il a décentré je ne sais combien de coups droits. C'était limite ridicule à certains moments. Sinner se contentait juste de balancer la balle, de faire des changements de direction sur son coup droit. Que ce soit en revers long de ligne, ou que ce soit juste j'appuie une fois, deux fois, trois fois, puis après je change de direction. Et voilà. Et c'était cuit en fait pour Zverev. Donc vraiment, le gros souci, c'est que c'est son coup droit. Autant il a corrigé ses doubles fautes au service. Hein, ça le minait depuis 2017 jusqu'à 2021-22. Après, il a corrigé ça après sa blessure à la cheville. Mais autant son coup droit, ça est et ça restera pour moi un problème fondamentalement technique qui n'arrivera jamais à corriger. Voilà, sauf, ben, je sais pas, il aurait dû le corriger avant, quand même. C'est comme si Tsitsipas et son revers. Je sais pas, ça fait quand même des années que c'est identifié, ça change pas. Donc, soit il le voit pas, il l'a vu, soit il ne peut pas, tout simplement. Il n'a pas les capacités pour le changer. Voilà. Je sais pas ce que vous en Je sais pas, pensez. je me souviens que, vous vous souvenez quand il avait tenté Juan Carlos Ferrero, Ouais. euh, et Ferrero l'a un peu quitté en disant quand tu auras envie de travailler, tu me rappelles. Enfin, moi, je coach un joueur qui a envie de travailler. Et je pense qu'à 27 ans, on peut corriger des détails techniques. Et Moi, je je pense suis qu'il y a des d'accord avec coachs ça. qui peuvent voir des détails dans la mécanique qu'il a du coup droit, cette façon qu'il a d'ouvrir la frappe très haute et corriger des choses. Mais il faut avoir envie non seulement de taper des balles après les matchs, mais de vraiment travailler la mécanique, travailler les mouvements. Et je sais pas si c'est le type de joueur capable de faire ça, Mm. capable à cet âge-là aller plus loin et effectivement modifier un coup, modifier un truc qu'il a fait toute sa vie. Ça, Ouais, je tout le sais monde n'est pas. pas Nadal et Djokovic, hein, très clairement. Donc voilà, je pense que bon, ça clôture un peu notre avis sur Zverev, hein, sur cette finale. Ouais, on peut donner un petit mot de Sinner avant de donner notre note globale sur l'Open Australie masculin. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de Sinner, Alice? Qu'est-ce que tu as pensé de Sinner, toi? Et qu'est-ce que tu le vois faire après sur la suite de la saison? Bah, la suite de la saison, ça va quand même dépendre de certaines petites décisions qu'on attend. Enfin, je ne veux pas revenir là-dessus, mais Je non, vois. mais ça joue quand même, hein, parce que du coup, la décision doit intervenir avant les prochains grands chelems. Mais c'est vrai que si on parle du reste de la saison, évidemment, je crois que je le vois capable d'en gagner un autre. Après, voilà, ça va dépendre de ça. Bon, et après, sur le tournoi, je l'ai trouvé quand même excellent, dans le sens où il est capable de résoudre ses problèmes, quoi. Et je crois que c'est ça qui a fait aussi toute la différence entre un joueur comme Zverev ou lui, c'est que même en difficulté, il est capable de résoudre les problèmes. Et c'est là-dessus qu'il a énormément grandi. C'est pour ça qu'il est le champion qu'il est. En difficulté, il arrive quand même à claquer tout le monde. Donc, voilà. C'est vrai. Bah, je vais vous poser une autre question. Je vais la poser d'abord à PH, que je pense qu'il saura me répondre avec la plus grande transparence. Est-ce que Yannick Sinner, au-delà de tout ce qu'il a accompli, etc., on peut reconnaître que c'est un immense champion et qu'il est en train de marquer l'histoire du fait des chiffres, hein, qui n'arrête pas de s'empiler, qui le rapproche soit des champions des années 80, soit du Big Three. Voilà. Donc au contraire, on va pas dire que ce que fait Yannick Sinner, c'est pas bien. Mais est-ce que tu trouves pas que Yannick Sinner est chiant? Non, c'est Non. la grande question, mais non, non, je tendrais plus vers le non. Pourquoi? Euh, c'est pas facile, là, tu me prends comme ça, là. Ah bah oui. Non, mais déjà, pour moi, quand tu arrives à être dans un aspect rouleau compresseur et domination, ça peut être chiant. Pour moi, ça ne l'est pas, mais ça, c'est ma perception propre. Alors évidemment, ça va aussi passer par l'esthétisme. C'est un critère qui est primordial là-dedans, sur le fait que ça soit chiant. Mais au bout d'un moment, il va pas s'excuser de la concurrence faible et de ses points forts à lui. Il a trouvé un peu de cheat code pour rouler sur tout le monde ou presque, à part Alcaraz, mais ça, on en reparlera et on verra dans les prochains mois. Mais non, enfin, le gars, à partir des quarts, ne perd plus un set. Ne perd plus un set. Et tu lui mets en face deux joueurs du top 8. Alors, du coup, ça revient à lancer le débat du niveau du top 8, mais moi, Et je trouve pas ça demi-nord. chiant. Bah, c'est ça, c'est ça. En fait, peut-être que c'est chiant maintenant, mais quand on va enfin, et j'espère que ça va arriver très vite, avoir un Alcaraz Sinner en finale de Grand Chelem, il va y avoir un souffle épique
qui va grandement, lui, l'aider dans la perception que les gens auront de lui, parce qu'Alcaraz, on sait déjà que c'est un génie, et la façon dont il joue, il n'a pas ce problème. Mais si Sinner arrive à gagner des combats de 5 heures en 5-7 en finale contre Alcaraz, qui lui a un jeu flamboyant, bah en fait, on va la trouver la beauté dans ces matchs, on va la trouver la... On va enlever ce côté chiant, et le côté chiant, pour moi, il est juste corrélé à l'heure actuelle sur le fait qu'il roule sur ses adversaires. Pas Ouais, mais forcément sur son niveau actuel et son jeu qui est peut-être pas beau pour certains. ok, je comprends ton avis. Mais est-ce Donc que non, ça. Ok, très bien. Je comprends. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire que Sinner dépend pas d'Alcaraz finalement? Parce que au final, tu mets un Sinner Zverev, bah le match est chiant à mourir, quoi. Ok, il le défonce et bah c'est si, génial, mais on s'emmerde, entre guillemets. il dépend Il d'Alcaraz, dépend mais d'Alcaraz. encore une Ouais. fois, est-ce que c'est de sa faute vraiment à lui Je dis en pas le fait? contraire. Mais juste, c'est dommage. Lui, ses armes, elles passent par la cadence, elles passent par une grosse première, par une fête de renvoyer maintenant toutes les balles et d'être giga clutch dans les moments importants. Mais au bout d'un moment, bah, s'il n'y a pas d'autres gros joueurs qui sont là par Alcaraz et qu'Alcaraz il est trop irrégulier par rapport à lui, bah, il va pas s'excuser quand même le copain. Très bien. Je te rejoins là-dessus, hein, PH. Je sais pas si on peut vraiment dire que Sinner est pas chiant à regarder. Justement, cette capacité qu'il a à rebondir dans les bons moments, être partout tout le temps, vraiment non. Enfin, c'est juste que là, en l'occurrence, son adversaire était un petit peu pénible à regarder. Mais après, tu le mets contre d'autres joueurs, enfin, ou même Bah, c'est contre l'an Alcaraz. dernier. Ouais, mais même l'an dernier, c'était pas chiant l'an dernier. Bah, Contre Medvedev, on se fait pas chier. oui, oui, sur la finale, la dernière finale, Enfin, mais. il faut pas avoir la mémoire trop courte non plus. Non, Bah moi, moi je j'ai moi pense j'ai la que. mémoire de l'US Open contre Fritz, hein. Il est contre Fritz en finale, on se fait chier. Il est contre Zverev en finale, on se fait chier aussi. Donc voilà, je vais Oui, oui, pas. oui, mais Je c'est suis vrai que désolé, mais c'est la voilà. deuxième zone, quoi. On revient à Bah, cette voilà, histoire de à un seconde moment. zone. Voilà. Bon. Moi, quand je regarde Alcaraz contre un joueur de seconde zone, je me fais pas chier. Quand je regarde Djokovic contre un joueur de seconde zone, je me fais pas chier. Quand je regarde Sinner contre un joueur de seconde zone, je m'emmerde. Voilà, je tiens à vous le dire. Je n'arrive pas à Ouais. éprouver du C'est plaisir c'est de la à regarder mauvaise ce foi, joueur. Toto, ça Non, marche je vous pas, hein, ça assure que non, marche c'est pas. pas de la mauvaise foi. Je Non, te ça marche rejoins sur pas, ça marche Alcaraz, mais pas. alors avec Djokovic, je te rejoins pas. Djokovic montre un Bah, joueur qui n'est pas. Ouais, non, je peux me faire chier, hein. Djokovic Mais Musetti. Donc, parce qu'Alcaraz, c'est le profil, ouais, Thomas. ouais. C'est le profil. Oui, mais là, moi, je parle pas d'Alcaraz. Même regarder un joueur Non, comme mais parce que Medvedev, ça m'amuse. tu dis Alcaraz, je me fais pas chier, mais Alcaraz, s'il était plus régulier que ce qu'il est, ses matchs seraient chiants parce qu'il gagnerait tout de la même façon. Il y aurait plus ce côté beau jeu, mais ça serait exactement pareil en fait. Sinner, la régularité qu'Alcaraz cherche, il l'a déjà. Il l'a déjà. Et tout le temps, entre guillemets. Lui, Alcaraz, c'est encore un joueur de coup. Donc on en reparle quand il aura trouvé la régularité et Je il sais pas, sera c'est une question de style plus de jeu, je froid. pense. Bah Mais ouais, dans le mais du coup style, là, c'est forcément lié. Forcément lié. Ah non, mais Vas-y, dans le style Fernando. des jeux, quand même dans le style des jeux, je trouve qu'il a quand même beaucoup trop d'éléments pour dire qu'il est chiant. Parce que la façon qu'il a de se déplacer, comment il est agressif sur certains points, quand il te lance des coups droits, mais des vrais missiles. Enfin, c'est pas un Mior, quoi. C'est pas un Thomas Verdic ou je sais pas quoi. Il est suffisamment agressif et inventif. C'est très régulier, donc ça peut devenir ennuyeux. Mais je pense qu'il a quand même suffisamment des choses à voir impressionnantes dans son jeu, comme pour utiliser le mot chiant. Vraiment. Ok, très bien. Je vois, donc je suis seul à le trouver chiant finalement. ouais, t'es vraiment tout seul dans ton équipe, quoi. Je Le suis seul dernier dans des mon équipe. Mohicans. Non, mais moi, C'est c'est ça. plus le côté aucune émotion, je pense, qui me pose problème au-delà du style de jeu. Et encore une fois, bah, Mais bon, ça désolé après. Toto, là, ça, on dirait que c'est personnel de fou, mais encore une fois, mets-le contre Alcaraz et tu vas l'avoir, l'émotion, parce qu'il lui faut un joueur de son niveau en face, et il en a jamais des joueurs de son niveau en face. Hmm. Mais lui, Alcaraz, alors bah, c'est le seul, bah, désolé, bah, pour l'instant, il n'y a que Carlos. Donc mets-lui Carlos en face en finale de Grand Chelem et on s'en reparle. Eh ben, on espère vite que ça va arriver parce que sinon, voilà, ça va risquer d'être compliqué de voir que des Sinner contre Fritz ou contre Zverev, on va dire, en finale. Voilà. On en reparlera à ce moment-là. Bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette finale. Et maintenant, on va peut-être faire un petit bilan de l'Open d'Australie, donc assez rapide quand même. Mais chacun va donner une note globale pour ce qu'il a pensé de cet Open d'Australie, tout simplement. Fernando, je te laisse commencer. Note globale sur 10. Euh, sur côté homme, hein, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Allez, bah, je vais mettre un 7. Un 7 parce qu'il y a eu quand même pas mal de déceptions, pas mal de matchs décevants.
Euh, des abandons, ce qui est toujours très frustrant. Je pense que, enfin, évidemment, il y a celui de Djokovic, mais je sais pas, même Draper qui abandonne alors qu'il avait de quoi donner des choses dans ce tournoi. Bon, ça c'est toujours très frustrant. Et après, je pense que c'est un tournoi qui nous a laissé des beaux matchs de façon assez surprenante. Par exemple, le Kecmanovic-Rune, j'ai C'est vrai. adoré ce match, c'était assez fou. Il y a eu deux, trois matchs comme ça, 5-7, avec beaucoup de suspense et tout. Et après, je pense que ce qui fait aussi petite note d'intérêt, pourquoi je justifie mon 7 sur 10, c'est la performance de la next gen, on va dire, des tous, quoi. Enfin, malheureusement, Fils fait partie aussi des joueurs qui ont dû abandonner en cours de match. Mais tous les autres, Fonseca, Tien et Mikkelsen, là, franchement, ça nous a donné beaucoup de matière, beaucoup d'espoir pour l'avenir et des performances assez impressionnantes, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, ça se défend et clairement, on espère que cette nouvelle génération bah, va vite venir toquer voilà, à la porte de Sinner peut-être pour nous créer des matchs frissons. Voilà. Alice, qu'est-ce que voilà, quelle est ta note sur cet Open d'Australie? Alors, je suis un poil plus sévère que Fernando, je mets un 6,5. Même si à t'écouter, Fernando, j'étais en train de me dire, ouais, ok, j'étais peut-être un petit peu dur. Euh, En gros, j'ai surkiffé la première semaine. Vraiment, il y avait plein de matchs que je trouvais passionnants, notamment ouais, enfin, grâce à la Baby Jane. Et puis j'ai bien aimé aussi l'inoxydable Gaël Monfils, même s'il a dû abandonner après, j'ai quand même trouvé que, comme d'habitude, c'est une bonne petite pièce pour l'entertainment et vraiment sa performance face à Fritz, c'était incroyable. Voilà. Après, ouf, la deuxième semaine, bon, même il y avait ce quart, j'ai trouvé ça très compliqué. J'arrivais plus à m'emballer, quoi. Voilà. Donc 6,5. Très bien, ok. Et toi, PH? Bah, j'ai pas envie d'être forcément dans la lignée des autres sur ma note, mais c'est vrai que c'est difficile d'aller à contre-courant de ça. En fait, on a des jeunes qui commencent à pointer le bout de leur nez, on a la plupart des joueurs qu'on attend à un certain stade de la compétition qui ont été à ce stade de la compétition. Il y a deux points noirs pour moi, c'est qu'à partir d'écart, tous les matchs sont pas exceptionnels. Surtout du côté sinon, on l'a dit, il y a pas mal de matchs en 3-7. Et surtout, moi, ce qui m'embête, c'est le Joko Alcaraz qui devait être l'affiche de cette Open d'Australie, en tout cas avant la finale potentiellement. Et on n'a pas eu le match qu'on souhaitait. Ouais, je dirais, je vais mettre 7. Je vais rejoindre Fernando parce que j'aime bien mettre des notes quand même positives, mais voilà les principaux défauts pour moi. Alors personnellement, moi je vais vous suivre, je vais être dans la même lignée que vous parce que je considère que sinon je tomberais dans la subjectivité. Je vais mettre un 6 sur 10 parce que pareil, première semaine vraiment très encourageante, beaucoup d'espoir pour la suite. Et seconde semaine, bah, un peu aux fraises. Voilà, très clairement. Bon bah pas d'adversaire face à Sinner et des duels un peu attendus, un peu décevants. Djokovic-Alcaraz, je pensais que ce serait mieux et pareil. Zverev Djokovic qui a un peu avorté à cause de la blessure de Djokovic. Bon bah voilà, rien de plus à rajouter. Maintenant, pour la suite, on va donner notre note, on va rester dans les notes et on va donner notre note pour l'Open Australie féminin. Fernando, d'abord, je sais que tu as un petit coup de gueule à passer vis-à-vis de mon fils, donc je te laisse Oui, t'exprimer. a- avant qu'on passe côté femme, parce que mon fils, là, effectivement, Alice évoquait tout à l'heure, comme on a kiffé sa performance, il a sorti Fritz, même Shelton, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, il jouait pratiquement sans pouvoir courir et il aurait pu battre Shelton. Enfin, il a été extraordinaire. Il a enchaîné en plus la victoire à 38 ans à Auckland. Et quand on pense à la carrière qu'il a eue, mon fils, 20 ans de carrière où certes on peut lui reprocher des choses, mais le joueur qu'il a été, comment il est spectaculaire, comment tout le monde adore le voir jouer. Et puis la personne, quand il parle, il transmet quelque chose de génial. Et je pensais là que la France a raté un truc avec mon fils parce que c'est un joueur avec un potentiel médiatique, l'admiration qu'il peut éveiller. Enfin, je pense qu'il y a eu une génération d'enfants qui auraient pu rêver des jeux au tennis comme mon fils et tout. Je pense que, pour dire rapidement, si mon fils avait été américain, aujourd'hui, il serait une légende du tennis.
même sans gagner un grand chelem ou autre, il aurait tellement transmis des choses que, bon, beaucoup de choses qu'on aurait pu récupérer pour le tennis français pour la suite. Et bon, bah voilà, c'est un petit coup de gueule parce que je trouve que c'est un petit peu une occasion manquée, quoi, et qu'on n'a pas pris la valeur à sa juste mesure de ce que mon fils a été et est toujours pour le tennis français. Voilà, donc c'est le petit coup de gueule. Et maintenant, on peut passer au côté du WTA, si vous voulez. Eh ben écoute, je vais te laisser la main. Je vais te laisser la main puisque je vais te demander ta note justement pour l'Open d'Australie Ah, féminin. eh bien, je vais la mettre un peu plus haute quand même. Oui, non, quand même, non, je reste en 7. Je reste en 7 D'accord. parce que ça s'est un petit peu délité petit à petit. Je pense que les tableaux nous a empêché, enfin, fait très vite sortir des joueuses intéressantes. On a eu très vite, par exemple, Naomi Osaka, Carolina Muchova. Et Oui, en oui, au plus, deuxième tour, ouais. Oui, c'est vrai. pas de bol, Osaka gagne, donc c'est super, mais le match après, elle est blessée, donc ça fait déjà un petit truc en moins. Et je pense qu'enfin, le grand facteur, c'était que la meilleure joueuse pour moi du tournoi était Swiatek, ce qui était pour moi une grande surprise de l'avoir aussi forte en Australie et sur cette surface. Et peut-être qu'on attendait tellement de voir une finale Sabalenka-Swiatek, euh, surtout que Sabalenka, elle gagnait ses matchs, mais de façon, je trouve, pas si brillante que ça. Elle n'était pas la Sabalenka l'année dernière. Et je pense que cette édition dépendait beaucoup trop pour moi, pour la mise en valeur de ce que ça peut être d'une finale Sabalenka-Swiatek qu'on n'a pas eu. Donc c'est vraiment le seul facteur pour lequel je baisse la note à 7 parce que à part ça, il y a eu globalement pas mal de bons matchs, des performances intéressantes et encore une fois, de niveaux surprenants et intéressants pour la suite, comme côté positif Swiatek, côté négatif peut-être Zeng et Rybakina. Mais voilà, donc je resterai pareil sur un 7. Ok, très bien. Et ben PH maintenant. Quelle note est-ce que tu donnes une note plus basse ou plus haute? Bah, si on suit certains critères, je suis obligé de monter la note. On a un tableau en deuxième semaine qui est plus divertissant. On a Madison Keys qui fait un parcours complètement fou, où elle sort trois vainqueurs en Grand Chelem quand même. Et elle gagne le tournant en plus contre la double tenante du titre qui vise le triplé. On a aussi, enfin, du coup, dans ces matchs, elle a que des matchs en 3-7, donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un certain suspense. Mais du coup, on peut regretter que certaines joueuses du nouveau Big Four, comme je l'appelle, soient sorties assez vite et qu'on n'ait pas pu les avoir. Fernando, il parlait de Zabalenka Swiatek, on aurait pu avoir Gauff Zabalenka aussi en demi. On aurait pu avoir Rybakina si elle avait été un peu plus loin, mais de par le parcours de Madison Keys, on peut pas mettre une mauvaise note vu la surprise et la tempête que ça a été sur cette deuxième semaine. Oui, il y a certaines joueuses qui sont pas au rendez-vous, Zheng notamment, mais dans le tennis féminin, c'est la norme par rapport aux messieurs qui sont un peu plus réguliers à ce niveau-là. Mais non, il y a eu du divertissement. Le Keys Viatek, je me suis régalé. La finale aussi, il y a eu de la tension. Et la façon dont une ancienne joueuse du top 10 qui est maintenant 21, à peu près 20e mondiale, arrive à sortir consécutivement les deux meilleures joueuses, je vais y arriver, du monde depuis 2 3 ans, c'est assez admirable, donc je mets 8. Je peux pas mettre une mauvaise note. Impossible. Ok, très bien. Alice, pour conclure, après je donnerai ma note, mais je serai dans votre ligne aussi. Je vois que PH a mis de l'eau dans son vin Pas depuis surtout, pas avant-hier. surtout. Attention, pas surtout. Pas surtout. On va Non, mais en pour tout reparler. vous dire, ça a été hyper agité sur le WhatsApp de Jeu Blanc. Donc là, ça me fait plaisir d'entendre PH et je suis sur la même ligne que lui. Moi, je mets un 8. J'ai même envie de mettre un 8 et demi du coup pour être sûr d'avoir une meilleure note que PH sur le Oh tableau là féminin parce qu'on m'a accusé de là. sévérité. Mais bon, je vais quand même Oh, rester à 8 parce qu'effectivement, l'escroquerie. Oh. il y a eu des petites déceptions. Mais après,
Ouais, non, je te rejoins complètement. J'ai adoré, moi, suivre le parcours de Madison Keys, que j'avais vraiment pas dans mon bingo. Mais alors là, bon, je vous déconseille d'écouter l'épisode sur les pronos pour plein de raisons. Mais du coup, effectivement, là, de voir son parcours, j'étais vraiment super heureuse de l'avoir à ce niveau-là. Et oui, bon, il y avait effectivement deux, trois déceptions, mais globalement, je trouvais que c'était, au moins, à l'instar des hommes en tout cas, euh, je trouve que cet Open d'Australie-là m'a donné envie de regarder la suite de la saison enfin, en WTA. Je dirais pas la même chose chez les hommes. Je suis un petit peu plus. Il m'a donné envie de continuer à regarder la saison. Et alors que bon, pour les hommes, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus. Voilà, on va un peu plus se faire chier. D'accord. Ok, très bien. Bah, que des bonnes notes alors dans l'ensemble, là, vraiment. Moi, je vais vous suivre, hein. Clairement, je mets un 7,5. Parce que voilà, je me positionne dans le ventre mou, hein. Voilà, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des matchs très divertissants. Que vraiment, c'est dommage que oui, il y ait eu certaines confrontations qui soient passées à la trappe pour blessure ou autre. Voilà, notamment Rybakina, vraiment, j'en ai marre qu'elle soit blessée, cette joueuse, hein. Enfin, qu'elle soit en méforme totale d'ailleurs, hein. Vraiment, ça me fend le cœur. Oui, pareil, Mourova, second tour contre Osaka, pareil, j'ai pas aimé. Mais bon, à part ça, voilà, très bon tournoi, mieux que chez les hommes, hein, évidemment. Surtout au vu de la seconde semaine qui était de meilleure facture. Mais bon, pour un peu approfondir, puisque comme vous l'avez entendu, il y a eu un différend donc, entre Alice et PH sur le WhatsApp. Voilà, ils n'en sont pas venus aux mains, hein, évidemment, je vous rassure. Mais on va venir aux raisons de cette discorde, vis-à-vis de la finale notamment, la finale femme, donc, qui a vu Keys s'imposer contre Sabalenka. Sabalenka qui visait le triplé à ce moment-là. Et Keys qui donc confirme son statut d'espoir du tennis américain, mais bon, ça fait quand même des années qu'elle est là, hein. Depuis 2017 où elle avait fait finale à l'US Open où elle avait perdu, on attendait toujours, le tennis américain attendait toujours qu'elle aille chercher un grand chelem, même si bon, l'espoir s'était délité au fur et à mesure. Elle-même, elle le dit hein, dans une interview, elle disait, mais j'allais finir pas pour être une ratée, entre guillemets, si j'avais pas de grand chelem vu les espoirs qu'on plaçait en moi. Mais donc, se pose la question justement de un peu la domination des champions. PH, je sais que la finale t'a plu au niveau du tennis, mais au niveau de l'apport dans l'histoire, je sais que tu as été quelque peu déçu que Sabalenka ne remporte pas cette finale. Donc, peux-tu nous expliquer les raisons? Ouais, on va rentrer un peu dans le thème de l'unpopular opinion. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais c'est vrai que les belles histoires, moi, ça me transcende pas plus que ça. Alors après, c'est difficile parce que du coup, les belles histoires, moi, je vais les corréler à ce qui va se passer ensuite. Et donc, du coup, bah, on sait pas ce qui va se passer ensuite. Donc, peut-être que Keys va confirmer ce renouveau et regagner un grand chelem dans les années à venir. Mais ouais, je suis un peu déçu parce que bon, je suis pas un assidu du circuit féminin depuis des dizaines d'années, donc je connais les grands de ce sport, mais je pense qu'on a besoin de grandes joueuses régulières et de grandes rivalités. Et que pour le coup, Keys n'a rien volé à sa victoire, et du coup, c'est Zabalenka qui n'a pas fait le boulot, qui avait clairement le troisième Open d'Australie d'affilée dans la raquette. Quand, à la fin du match, ça se sent que c'est sur le fil du rasoir et que ça peut basculer de son côté. Keys, il me semble, a été un peu nerveux sur certains points où il avait sorti la balle assez largement. Mais ouais, je suis pas très sensible à ça. J'avoue que je me réjouis pas de voir une Keys au-delà de son parcours gagné parce que j'ai un peu l'impression de retrouver dans le même schéma du circuit féminin, c'est-à-dire une meuf qui gagne un grand chelem et après on la revoit pas ou presque. Moi j'aime bien les joueurs et joueuses du coup qui savent enchaîner et en plus on aurait pu avoir une finale Zabalenka-Swiatek que j'attends depuis longtemps et je pense que tous les fans aussi donc c'est pas contre Madison Keys malheureusement mais ouais ça m'a pas régalé l'issue de cette finale très clairement. D'accord, très bien. Et, Fernando, est-ce que tu veux réagir à ce qu'a dit PH? Bah, je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, le circuit a besoin de ses repères, des grandes rivalités. Donc oui, enfin, ça me semble impopulaire dans le sens où tout le monde aime les belles histoires et ça fait toujours un joli récit à raconter. Mais je comprends ton point. Mais en l'occurrence, je pense qu'il y a aussi une nuance à faire, c'est que c'est pas non plus la joueuse d'un one shot. Keys. Et il a été quand même dans
les portes des grands chelems plusieurs fois, en Australie, aux États-Unis, à Roland-Garros aussi. Et le fait qu'elle y arrive à 30 ans, c'est pas comme si, je sais pas, comme si Anna Bogdan avait gagné l'US Open, quoi. C'est pas un style, et qu'on sait que ça va être juste un one-shot comme ça. Euh, Quand je l'ai entendu dire que depuis qu'elle a 11 ans, on lui dit, si tu fais les choses bien, tu vas gagner un grand chelem. Et donc, il a passé 2 tiers de sa vie à se sentir presque dans l'échec, à dire, bon, bah, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir. Et qu'elle y arrive là, à 30 ans, je pense que c'est plus qu'une belle histoire. Enfin, c'est une question enfin, un exemple qui montre que dans le tennis féminin, il peut avoir aussi une forme de constance, de détermination, d'être toujours là et de finalement un jour trouver son état de forme ultime, parce qu'elle avait gagné aussi en Adélaïde, et, et battre effectivement Swiatek et Sabalenka d'affilée. Je dirais même que c'est une bonne chose dans le sens où j'en ai marre dans le tennis et masculin et féminin de voir le joueur ou la joueuse surprise qui élimine l'un des deux du match super attendu et après arrive en finale et en fait elle est tellement cramée que la finale bah, c'est Sabalenka qui gagne. Enfin, j'attendais beaucoup ce scénario. Au dire elle a tout donné contre Swiatek, là elle en peut plus et la finale va être décevante. Et je trouve que, au contraire, c'est une très bonne chose qu'elle ait réussi à faire face à Sabalenka, comme elle a pu le faire, et même la battre. Enfin, ça prouve qu'il y a une forme de compétitivité qui est au fond ce qu'on demande à tout sport, quoi. Donc, au fond, je suis pas d'accord avec les PH. Je Ok. te rejoins tellement là-dessus, Fernando, parce que Bah évidemment, bien pour sûr. une fois enfin, bon, c'est pas évident à faire hein, de battre la numéro 2 et la numéro un, mais même avant, dans le reste du tournoi, enfin, non seulement elle bat ses têtes de série, et enfin, il y a quelqu'un qui va au bout, qui bat les têtes de série, qui a pas peur de son statut, qui explose pas et qui va chercher le trophée. Je trouve que, enfin, j'entends le procès, je ne suis pas d'accord, mais j'entends le procès qu'on fait, mais pour le coup, manque de chance de le faire sur la victoire de Malino Sonki. Je trouve que c'est dommage parce que, pour toutes les raisons que tu as énoncées, hein, Fernando, c'est plus qu'une belle histoire. Ça fait longtemps qu'on l'attend, en tout cas aux États-Unis, ça fait hyper longtemps qu'on l'attend. Elle montre qu'elle est capable de sortir ce tennis-là à plusieurs occasions, même si ça ne va pas au bout. Et là, son premier grand chelem, elle le gagne mais d'une manière incontestable, même si on pourra toujours dire que oui, effectivement, Sabalenka a un peu tremblé quand il fallait pas, mais en même temps, quand on regarde le match, je trouve vraiment que Kiss va la chercher, quoi. Enfin, elle va chercher sa victoire, elle pousse Sabalenka dans ses retranchements. Sabalenka fait pas un mauvais match non plus, hein. Enfin, je veux dire, la réponse qu'elle lui envoie dans le deuxième set, et elle profite effectivement de la chute, entre guillemets, de Madison Keys dans le deuxième, mais Sabalenka, elle est là, hein. C'est pas comme si elle était passée à côté de sa finale. Elle propose des choses, elle varie son jeu, elle essaie de faire des amortis, elle essaie de rester sur son fond de cours, elle essaie de résoudre l'équation de Madison Keys et elle n'y arrive pas parce en face, il y a quand même quelqu'un qui est là, bon, bah, je vais aller au bout. Et du coup, je trouve que même sur la finale, oui, vous allez me faire monter ma note à 8,5, 9 là, sur l'Open d'Australie. Ok. PH, est-ce que tu veux réagir aux avis d'Alice et Fernando? Ouais, ouais, non, mais j'entends bien tout ce qui est dit et dans l'absolu, je suis d'accord, mais je vais prendre mon exemple, parce que je suis le mieux placé pour en parler, mais quand je m'intéresse à une nouvelle discipline, bah, de voir qu'il y a un joueur ou une joueuse un représentant ou une représentante de ce sport qui a gagné de manière surprise une fois, bah, je m'en fous en fait, j'en ai vraiment rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui sont les principaux grands champions, grandes championnes de ce sport, qu'est-ce qu'ils ont fait, les records qu'ils ont. Et après, quand on approfondit, on s'intéresse aux belles histoires. Mais pour moi, et je vais même aller encore plus loin dans l'unpopular opinion, mais je pense que ça aurait été encore plus iconique qu'elle perde en finale après le parcours qu'elle a fait, en perdant en 3-7 au bout du match. Parce que du coup, s'il se passe rien derrière, en tout cas de mon point de vue, bah, je vais me dire, bah ouais, mais du coup, ok, elle a fait une finale il y a quelques années, elle est restée dans le top 20, là, elle a repris un jump, je crois qu'elle est septième mondiale, elle sera septième demain Hmm. au classement. Ouais, mais du coup, pourquoi en fait? T'as gagné une fois, ok, t'as fait un super parcours, mais il n'y a rien derrière. Et j'aime bien, moi, suivre des gens sur toute leur carrière avec un
un certain pic. On lui demande pas de tout gagner et on ne demande pas non plus, parce que je vous vois venir, que ça soit toujours les mêmes qui gagnent. Mais il peut y avoir quatre cinq joueuses qui sont régulières toute l'année et qui se disputent les grands tournois. On n'aurait certainement pas craché sur Swiatek Zabalenka. Ça aurait pu donner aussi un match en 3-7 assez formidable. Et j'espère qu'on l'aura à Roland, étant donné que Zabalenka sur Terre est excellente et que Swiatek, elle a les clés de Roland Garros depuis que Nadal lui a donné. Donc, ouais, non, je suis pas. J'entends. Je pense qu'avec le temps, je me rangerai du côté de mes collègues, mais là, ouais, c'est un peu dur à. Enfin, non, c'est pas un peu dur à avaler, mais ça me titille un peu. Ok, très bien. Vous voulez réagir une dernière fois? Après, je ne redonnerai plus la parole, par contre, parce que sinon ce sera sans fin. Mais non, Alice? Fernando? Bon, on en reparle à Roland. Effectivement, à aucun moment je ne cracherai sur une finale Sabalenka-Swiatek à Roland-Garros. Alors là, je bloque mon agenda si jamais ça arrive. Et je pense que ça arrivera. Évidemment, parce que je l'ai dit, ça n'arrivera pas. Mais je Ah, pense quand même qu'on aura droit Coupe ton micro, à... Alice, coupe ton micro très vite avant que ça Je devienne coupe tout. irréversible. Je coupe tout. J'espère. Je ne fais qu'espérer. C'est bon. Je coupe. très bien. Bah Juste, écoutez. juste un Non, dernier truc là-dessus. Ah, bah, vas-y, Fernando, je finirai après. non, non, j'allais juste ajouter que justement, ce que je trouve très beau maintenant dans les circuits féminins, c'est le fait qu'il y ait un très haut niveau de beaucoup de joueuses. Donc, en soi, que le fait que Sabalenka rate un grand chelem, enfin, là, ce que je trouve beau, c'est pas que Sabalenka soit incroyable, c'est qu'il y a Coco Gauff, il y a Jane Kingwell, il y a Rybakina, il y a Swiatek. Enfin, justement, ce que je trouve très bien, c'est le côté beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités ouvertes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je trouve que c'est pas gênant. Mais au fond, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que c'est une discussion intéressante parce que toutes les positions se tiennent. C'est pas non plus une absurdité du tout, PH. Je te D'accord. remercie de m'apporter un peu de réconfort sur cette fin d'argumentaire. Je voulais juste te dire que euh, qu'elle confirme après Madison Keys et qu'elle fasse d'autres grandes choses. Moi, c'est plus ce côté-là aussi qui prédomine dans sa victoire. C'est que si c'est encore pour que ça soit sans lendemain, entre guillemets, même s'il y a une finale de Major avant, comme Caro Garcia qui a gagné le Masters et depuis c'est la déchéance, je serais le premier content qu'elle intègre le cercle des joueuses qui peuvent gagner régulièrement, mais j'ai un peu de doute là-dessus. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense que cette finale qui a fait beaucoup réagir mes collègues, voilà, tire sa révérence et je pense que nous avons fait le tour. Donc voilà, bah écoutez, ce fut un plaisir. Donc justement, je vous remercie d'être là avec moi. Donc nous sommes quatre actuellement sur ce podcast, parfait pour l'édition anniversaire. Voilà, on espère que la suite va très vite se décanter et donner raison à l'un ou à l'autre, hein. Je ne sais pas vis-à-vis de qui, hein, nous verrons. On en reparlera à Roland-Garros, comme disait Alice. Et sur ce, bah, vous qui nous écoutez, je vous souhaite une très bonne année tennistique et surtout à très vite pour peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour le 39e épisode de Jeu Blanc. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à très vite.